Ça y est, le printemps est de retour. Les arbres se défont de leurs manteaux d'hiver pour revêtir leurs robes plus colorées, plus légères. Le fond de l'air reste frais, mais le soleil attise ma peau pendant trop longtemps endormie. L'après-midi, le salon baigne dans une lumière chaude. Des rayons aventureux viennent caresser les formes qui jonchent la pièce. Les jours se rallongent. J'habite au 10e étage, alors j'ai la chance de pouvoir observer, lorsque la météo le permet, la trajectoire du soleil. L'astre poursuit lentement sa course, et puis, à l'approche de l'horizon, il se passe quelque chose de magique, comme une sorte d'alchimie secrète qui transforme la lumière en or. Le ciel prend une teinte orangée, puis rose, avant de glisser vers un bleu plus profond et accueillir la nuit. Cette magie qui s'opère devant moi ne dure que quelques minutes et pourtant elle me fait ressentir des émotions singulières. Pourquoi être ému d'un coucher de soleil ? Est-ce pour ses couleurs vives, sa lumière douce et dorée, ses ombres longues qui lézardent le paysage ? C'est pourtant le cliché des photographies un peu stylées, les contre-jours avec le soleil couchant au loin, ou cette fameuse golden hour que l'on voit dans les films. En fait, cette émotion n'est pas simplement esthétique. Elle vient réveiller en moi un affect beaucoup plus profond, une sorte d'émerveillement teinté d'une douce inquiétude. Un coucher de soleil, ce passage entre le jour et la nuit, c'est cet instant insaisissable, cet état transitoire, cet éphémère insondable. Pour moi, c'est surtout de son évanescence que vient sa beauté. Le crépuscule, c'est une manifestation naturelle d'une pensée que j'essaie de plus en plus d'appliquer au quotidien. Une philosophie de l'entre-deux. Pour le philosophe Martin Heidegger, le terme métaphysique pour désigner l'humain, c'est Dasein, l'être là. C'est-à-dire que l'être se trouve dans un lieu délimité dans l'espace, mais aussi dans un moment fini du temps. Cette conception de la finitude se réconcilie avec toute une tradition de la pensée occidentale. C'est une finitude spatio-temporelle que l'on retrouve chez les Grecs présocratiques par exemple, et notamment Anaximandre. Ce dernier distinguait apeiron, l'illimité, l'indéfini, l'indéterminé, de peiras, la limite, ce qui a un bord, une forme finie. Apeiron, c'est le chaos originel, le désordre, l'informe, et peiras, c'est la manifestation de l'ordre, une certaine forme d'organisation. Pourquoi je parle de ça ? Parce que tout un pan de la philosophie occidentale souffre d'un dualisme profond, qui sépare des choses qui ne peuvent se mêler l'une à l'autre. Par exemple, le corps est séparé de l'esprit, le visible est séparé de l'invisible, etc. C'est une métaphysique de l'être, une métaphysique statique et séparatiste du monde. Ainsi, le jour est séparé de la nuit, sauf à certains moments. Ces états transitoires, justement, dont je parlais précédemment, où tout est possible. Ces états qu'on a appelés l'aurore ou le crépuscule. Dans ces moments-là, l'un et l'autre existent à la fois. Faire l'expérience d'un coucher de soleil, l'éprouver réellement en soi, c'est une manière de saisir l'insaisissable. Et l'espace d'un instant, rendre immuable le mouvant lui-même. Avec cette vision du monde, on n'est plus dans une métaphysique de l'être, mais dans celle du devenir. On s'approche d'une pensée plutôt héraclitéenne. Tout est mouvement, tout est impermanence. Le devenir, c'est précisément ce qui se loge dans cet entre-deux. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est cet entre-deux, cet inattrapable qui m'a toujours intéressé, dans tout ce dont je pouvais faire l'expérience. Je crois que je suis fasciné par ces états transitoires. J'ai un attrait profond pour le décalage, l'imprévisible. Dans le cinéma, par exemple, c'est être touché par les films qui marchent sur une fine ligne entre le tragique et le comique, ou les œuvres qui traitent de sujets graves avec toujours une forme de légèreté. Même en musique, je suis attiré par le jazz, la syncope, le contretemps, les rythmiques où l'accent tonique est décalé. En tout cas, tout ce que je dis vaut à l'instant où je fais cette vidéo et ça changera peut-être. Mon humour est décalé aussi, tordu même d'une certaine manière. J'aime quand l'esprit fait un pas de côté sur un chemin de traverse pour découvrir un boulevard de situations farfelues qui font rire. J'ai un affect pour l'interstice, l'inattendu, la parenthèse, la pirouette, la contradiction. J'aime autant rester chez moi et jouer aux jeux vidéo que lire un livre de philo, que faire du sport ou sortir boire une bière avec des amis en terrasse. Enfin, surtout avec le printemps et les beaux jours qui reviennent. En tant que créatif, je ne vis forcément pas totalement dans le peiras. J'essaie de vivre le plus possible dans une ouverture et une fluidité de l'esprit.
Pourtant, je ne pense pas être quelqu'un qui vit totalement dans la Péronne non plus. Justement, je suis plutôt organisé. J'aime aussi quand les choses sont bien faites, quand mon appartement est propre et que tout est à sa place. C'est justement dans cette tension permanente entre l'organisé, le contrôle et le chaos originel de la création que se situe cette pensée de l'entre-deux. Je sais que je n'y suis pas totalement et je pense que c'est quelque chose d'impossible, mais tant mieux. C'est le fait d'aspirer à cette philosophie qui m'aide. Et je pense que je suis loin d'être le seul à ressentir ça. Dans ce cas, d'où vient cette inclination pour l'indéfini ? Pour ma part, peut-être que mes propres origines ont quelque chose à voir là-dedans. Ceux qui me connaissent savent que j'ai grandi à l'île Maurice. C'est une terre de brassage ethnique et de mélange culturel. Issu d'un père et d'une mère créole, donc métisse, j'incarne en moi déjà une forme d'entre-deux. Ensuite, j'ai 3 lieux que je considère comme mes maisons, mes patries. Maurice, où j'ai vécu jusqu'à mes 11 ans, Madagascar, où j'ai passé mon adolescence, et maintenant la France, ma maison actuelle. Cette multiplicité a forgé mon identité ou justement parfois mon manque d'identité. Mais je reviendrai sur ces questions dans une autre vidéo. Un truc qu'on entend souvent dans le développement personnel un peu naïf, ou en tout cas la marchandisation et la pensée séduisante qu'on a pu parfois en faire, c'est arrêtons de faire et essayons un peu plus d'être. Alors je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, l'être s'apparente à la mort. C'est l'arrêt absolu. Et pourtant je comprends pourquoi on peut dire ça. Faire de manière irréfléchie ou toujours vouloir faire plus, être avide d'action sans réflexion, c'est courir à sa perte. Mais faire de manière consciente, poser un acte, c'est faire partie du mouvement même de la vie. Ça peut paraître bizarre venant de quelqu'un qui a fait une vidéo sur la contemplation. Mais si on y réfléchit sérieusement, ce n'est pas si idiot que ça. La pause, la trêve, n'est précieuse que si le mouvement reprend par la suite. Je ne parle pas forcément d'un mouvement rapide. La frénésie actuelle de la société, ce n'est pas du mouvement pour moi. C'est une hypervitesse qui atteint presque un état d'immobilité permanente. On déforme souvent les philosophies orientales comme le bouddhisme pour en faire une sorte de philosophie de la passivité. Mais le bouddhisme n'est pas une spiritualité de l'inaction. Karma veut dire acte en sanskrit. Pour un bouddhiste, tout est mouvement, tout a une vibration propre. Cette quête du mouvant, ce n'est pas non plus chercher de la nouveauté à tout prix. C'est plutôt prendre conscience des petits changements qui s'opèrent chaque jour, même dans la routine quotidienne. C'est avoir la présence à soi, de poser un regard nouveau sur les choses que l'on a déjà vues 1000 fois. Toute forme de vie est mouvante par définition. Il est donc normal que je sois touché par le mouvant et que je veuille tenter ce pari fou d'assimiler mon être à quelque chose de mouvant. Ce quelque chose de mouvant, ce devenir, c'est cet entre-deux où tout devient possible. Je crois que j'ai enfin compris cette pensée à première vue très déroutante de Camus dans le mythe de Sisyphe, lorsqu'il affirme que ce qui compte, ce n'est pas de vivre le mieux, mais de vivre le plus. Pour moi, vivre le plus, c'est multiplier les expériences et les potentialités d'existence. C'est se dire que toutes les expériences se valent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est vouloir s'agrandir, s'étendre, vivre tout ce qu'il est possible de vivre. C'est vivre le plus intensément possible. Habiter le mouvant, ce n'est pas se laisser complètement submerger par la vie, non. C'est rester maître à bord d'un navire sans boussole et accueillir comme elles viennent toutes les terres qui se présentent à nous. Alors ça peut faire peur, vivre dans l'entre-deux. On aurait peur de s'y perdre. En effet, rester coincé dans la zone de passage, c'est n'habiter nulle part. Mais c'est le propre même de l'immobilité, de rester coincé. Ce que je veux, c'est justement remettre de la mobilité dans ma vie. Et voir l'entre-deux, non pas comme un terminus, mais comme un carrefour d'où les trains partent pour se rendre dans toutes les destinations possibles. On pourrait penser que vivre comme ça, c'est vivre la vie d'une manière inconsistante, dissolue. Attention, je ne dis pas que je ne fais pas de choix ou de décisions arrêtées. Mais c'est aussi, je pense, une forme de sagesse, de pouvoir revenir sur des choix lorsqu'ils ne sont plus en accord avec nous-mêmes. J'ai pendant longtemps culpabilisé de ne pas avoir une personnalité forte et marquée, de ne pas défendre un idéal, de ne pas vraiment avoir d'avis politique tranché. Je jalouse même les gens qui ont une forme de radicalité, d'engagement total dans leur pensée ou leur façon de vivre. Les gens avec des principes ou des valeurs fortes. Je trouve ça assez noble en vrai. Puis j'ai accepté cette façon d'être au monde et aujourd'hui je l'affirme. Je trouve même que c'est une richesse de pouvoir être aussi flexible. J'affirme d'être radical dans ma non-radicalité. Ça peut paraître paradoxal dit comme ça, mais pour éviter de rester coincé dans l'entre-deux, il faut l'accueillir totalement. D'ailleurs, c'est peut-être réducteur de dire l'entre-deux.
Il faudrait plutôt dire l'entre-mille, cette zone de flou qui prend sous nos yeux la forme que l'on veut bien esquisser, qui prend tous les contours possibles que l'on veut bien lui tracer. Consentir à habiter le mouvant, c'est accepter de résider dans l'inhabitable. C'est concilier les différentes facettes de soi-même et la porosité qui s'effectue entre elles. C'est penser la vie non pas comme une succession d'étapes finies, mais comme une constellation de temps qui s'entrelacent et se recoupent. C'est vivre main dans la main avec son enfant intérieur et le laisser librement jouer lorsqu'il en a envie. C'est être sérieux quand il faut et se laisser la liberté d'être idiot quand on en sent le besoin. C'est vivre sa pensée et penser sa vie. C'est ne jamais être là où on nous attend. C'est être consistant dans l'inconsistance. C'est porter sur soi la contradiction. C'est trouver l'équilibre dans le chaos. C'est se glisser dans la faille, danser sur un fil, accueillir l'imprévisible, attendre l'inattendu. C'est être libre finalement, tout simplement. Je sais pas si vous m'avez suivi jusqu'ici, je suis parti un peu loin, mais me connaissant, je me soupçonne d'avoir un peu fait exprès. On dit que c'est dans l'égarement que la vraie route se dessine. Dire qu'on est parti d'un simple coucher de soleil. Bref, ne culpabilisez pas si comme moi vous vous cherchez, si vous êtes l'un et l'autre à la fois, si vous pensez être banal, si vous pensez ne pas avoir de personnalité, ou justement d'en avoir trop, d'aller dans tous les sens. Tout ce que je peux vous dire, c'est essayons d'être un peu plus apaisés avec cette idée, donnons-nous la chance d'être pleinement tout ce que nous sommes, affirmons notre multiplicité, habitons le mouvant, et tout se passera bien, promis. Jusque-là, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo ou autour d'une bière en terrasse. Qui sait ?